Finale de Radio Classique avec David Abiker. Il est 8h11 sur Radio Classique, c'est l'heure de l'éditorial de Guillaume Tabar. Bernard-Henri Lévy est déjà dans le studio, il va donc écouter votre éditorial avec Le Figaro. Guillaume, bonjour. Bonjour David. On a beaucoup parlé ces derniers jours de brouille entre Marion Maréchal et Éric Zemmour. Aujourd'hui, est-on au bord du divorce ou de la réconciliation? Écoutez, le tandem s'est expliqué et l'heure est à la réconciliation parce que c'est une question de vie ou de mort politique pour les deux. Que la liste Reconquête fasse moins de 5% et Marion Maréchal n'existera pas au Parlement européen, mais les chances d'Éric Zemmour d'exister ensuite pour une nouvelle bataille présidentielle seraient également compromises. Donc vous le voyez, ils ne peuvent pas se permettre de rivalité entre eux. Pour rester dans le jeu, Zemmour a absolument besoin que l'ex-Benjamin de l'Assemblée fasse plus de 5%. Et pour remonter dans les sondages, Marion Maréchal a absolument besoin que l'ex-journaliste l'épaule dans sa campagne. Alors qu'est-ce qui, selon vous, explique la faiblesse actuelle de Reconquête et sur quoi porte la divergence entre le président du parti, Éric Zemmour, et la tête de liste, Marion Maréchal? Bien, le malheur de Reconquête a un nom et un visage, ceux de Jordan Bardella. Songez que sur 100 électeurs de Zemmour à la présidentielle de 2022, 45, soit près d'1 sur 2, sont aujourd'hui enclins à mettre un bulletin Bardella dans l'urne le 9 juin prochain. Et c'est là justement que réside la divergence d'analyse entre Éric Zemmour et Marion Maréchal. Car la tête de liste, bien qu'elle fût au départ une députée FN, a un profil et une ligne idéologique qui séduit avant tout les électeurs de la droite classique. En gros, la sensibilité conservatrice de LR. Et donc son pari initial était de réduire l'électorat de LR. Alors que Zemmour, inversement, pense qu'il faut plutôt récupérer l'électorat RN en expliquant que tout à son obsession de normalisation, eh bien le parti de Marine Le Pen en vient à ne plus oser rien dire sur rien. Alors pour résumer, Marion Maréchal disait « la vraie droite, c'est nous ». Éric Zemmour, lui, préfère dire « les vrais pourfendeurs du système et de la bien-pensance, c'est nous ». Et si l'on en croit les motivations de vote exprimées dans les sondages, eh bien, il n'y a plus beaucoup d'électeurs de Reconquête qui hésitent maintenant avec la liste de François-Xavier Bellamy, mais il y en a encore beaucoup qui hésitent avec celle de Jordan Bardella, en qui ils voient comme le vrai fils politique d'Éric Zemmour. Alors concrètement, comment cela va-t-il se traduire sur la campagne de Reconquête? Alors de deux manières. Médiatiquement, on va voir plus Zemmour parce que les chaînes le disent, en tout cas lui disent, c'est lui qui fait de l'audience. Et puis politiquement, le ton va se durcir contre le RN pour tenter de faire tomber Bardella de son piédestal. Un tournant alors que, au nom de l'union des droites, Marion Maréchal s'efforçait de ne jamais présenter comme des ennemis ni Bellamy ni Bardella. Mais une campagne, on le sait, ça pousse à afficher des divergences plus qu'à vanter des complémentarités. Et puis enfin, Reconquête a besoin, pour exister, d'être considéré par ses adversaires. Et ça tombe bien, il va justement y avoir prochainement un débat télévisé entre Valérie Hayé, la tête de liste Renaissance, et Marion Maréchal. Les zemmouristes sauvés par les macronistes, on aura tout vu. Zemmour, piège à audimat. Je retiens aussi cela de votre chronique, mon cher Guillaume Tabar. Chronique à retrouver sur radioclassique.fr évidemment, mais en vidéo également sur le site du Figaro, de même que l'entretien qui va suivre avec un philosophe qui vient de publier un texte en défense de l'État hébreu et qu'il a dédié aux otages du Hamas. Le livre s'intitule « Solitude d'Israël ». Bonjour Bernard-Henri Lévy. Bonjour. Merci d'être sur Radio Classique ce matin en direct. On va parler de ce livre, Solitude d'Israël, qui est un livre à la fois très personnel, mais tous vos livres sont très personnels, mais aussi un livre d'indignation, de soutien, d'argumentation. C'est un manuel de survie pour tous ceux qui soutiennent Israël d'une certaine façon. Survie intellectuelle, survie morale. Ils en ont besoin. C'est un arsenal de munitions intellectuelles pour ceux qui veulent répondre à ce vent de haine qui souffle sur Israël et sur les Juifs de France et du monde. On va en parler dans un instant, mais avant, deux questions d'actualité chaude, immédiate. D'abord, 7 humanitaires américains sont morts ce matin à Gaza dans une frappe israélienne. Alors, je ne vais pas vous faire commenter les conditions matérielles de ce qui est arrivé, mais sur le fossé qui semble se creuser entre les États-Unis et Israël et qui rejoint une des problématiques de votre livre. Quel est votre commentaire ?
Vous savez, le livre s'appelle Solitude d'Israël et hélas, je crains qu'il ne soit bien choisi. Et cette solitude se confirme, bien sûr. Et les États-Unis sont l'allié traditionnellement le plus fidèle, le plus loyal. Est-ce qu'ils vont le demeurer? J'espère. Je prie pour cela, mais ce n'est pas sûr. Et puis, ce qui s'est passé là, c'est évidemment une tragédie, mais on va voir. L'armée israélienne est en train de mener une enquête sur les circonstances de ce drame. C'est 4 humanitaires, peut-être 5, je ne sais pas. On saura. Il y a aussi un communiqué daté du 1er avril hier du Hamas qui s'excuse auprès de la population palestinienne pour les misères du peuple palestinien occasionnées depuis 6 mois. Quelle lecture faites-vous de ce communiqué du Hamas ? Écoutez, d'abord, ils devraient s'excuser des misères, comme vous dites, qu'ils font au peuple palestinien depuis 2005, depuis 2006. Depuis leur prise de pouvoir totale, et en effet, ils peuvent faire des excuses parce que le Hamas, avec ce pogrom du 7 octobre et tout ce qui a suivi, a repoussé la perspective même d'un État palestinien aux calendes. Ils ont naufragé la cause palestinienne comme aucun leader palestinien avant eux. Donc en effet, je serais palestinien aujourd'hui, je serais désespéré par ce bond en arrière qu'a provoqué le Hamas. C'est terrible. Il y a un paradoxe là-dedans, c'est que le Hamas a une gestion très tactique et presque rationnelle de sa guerre actuelle avec les Israéliens, et en même temps, ce que vous venez de me dire, confère à l'irrationalité, c'est-à-dire à une stratégie jusque-boutiste et suicidaire. Ils sont à la fois suicidaires et machiavéliens. Suicidaires parce qu'ils ont le culte du martyr. Enfin, suicidaires pour le peuple, pas pour eux. Parce que les chefs du Hamas sont tantôt dans des villas luxueuses à Doha et tantôt cachés dans les tunnels. Ceux qu'ils envoient se suicider, ce sont les Palestiniens, les pauvres gens à qui ils interdisent d'évacuer les zones de combat, qu'ils bloquent dans le meilleur des cas dans les égouts et dans le pire des cas dans les rez-de-chaussée de leurs immeubles. Le Hamas, c'est le suicide pour les autres, pardonnez-moi. Vous publiez ce livre, un livre de combat, d'argumentation et de défense d'Israël. Ça s'appelle Solitude d'Israël, ça paraît chez Grasset. Pourquoi estimez-vous que l'État hébreu doit être défendu aujourd'hui, alors qu'il prend en charge sa défense de façon très offensive, et pas uniquement à Gaza, mais aujourd'hui en direction du Hezbollah et de l'Iran? C'est l'actualité du jour. Il doit être défendu parce qu'il défend le monde libre, parce qu'il défend les démocraties, parce qu'il est en première ligne de ce combat mondial qu'est le combat contre l'islamisme radical. Il y a un chapitre dans le livre qui s'appelle « L'Empire du Hamas ». Et dans ce chapitre, je vais contre l'idée qu'on a tous un peu en tête que le Hamas serait une sorte de lilliput, de toute petite organisation. Les salopards disent de résistance, les autres disent de desperado, mais petite organisation. Ce que je démontre, c'est que le Hamas, c'est bien plus que ça. Le Hamas, c'est le Hezbollah, c'est l'Iran, c'est la Syrie, c'est d'une certaine manière la Russie, dont il ne faut jamais oublier qu'elle a soutenu le Hamas avant le 7 octobre, après le 7 octobre. Bref, c'est un peu la Turquie, en tout cas d'hier, mais enfin peut-être de demain, c'est-à-dire Erdogan, frère musulman, grand maître dans l'ordre des frères musulmans et soutien fervent du Hamas. Donc, le petit Israël, puisqu'Israël est un petit État, il mène en première ligne cette bataille contre toute la palette, toutes les nuances du vert islamiste. Vous estimez, vous pensez que justement le Hamas a gagné cette bataille culturelle? Vous citez les universités américaines, vous citez la Russie, vous citez les pays arabes, vous citez aussi la France insoumise. Est-ce que le Hamas a diffusé cette culture victimaire auprès d'un certain nombre d'élites mondiales qui aujourd'hui ont du mal à condamner cette stratégie du Hamas, cette stratégie suicidaire que vous dénoncez? C'est pas qu'ils ont du mal à la condamner, c'est qu'il leur arrive même de l'encenser.
La France insoumise, par exemple, quand elle qualifie le Hamas de mouvement de résistance, des fonctionnaires internationaux des Nations Unies, quand ils qualifiaient le 7 octobre comme un jour de gloire et de splendeur, ils glorifient cette résistance. Maintenant, donc, en ce sens-là, bien sûr que la culture Hamas a été inoculée comme un venin dans toute une partie du monde, y compris occidental, avec tout ce qu'on sait de haine de soi, ainsi de suite. Maintenant, est-ce qu'ils ont gagné? Je crois pas. Non. Et je n'écrirais pas ce livre si je pensais qu'ils ont gagné. Je ne peux pas l'imaginer. Je crois tout de même que la vérité peut finir par l'emporter, à condition qu'on se batte pour elle. Donc non, j'espère bien qu'ils n'ont pas gagné. Et pourtant, Israël, vous le dites, apparaît isolé. Est-ce que c'est un isolement stratégique ou un isolement moral ? C'est un isolement moral. Stratégiquement, Israël est fort, et Israël pourrait même, je suppose, je ne suis pas un expert militaire, mais pourrait même aller au bout de cette guerre, c'est-à-dire les quelques semaines probablement qu'il lui faut encore pour mettre hors d'état de nuire les 4 bataillons restants du Hamas, tout seul. Israël pourrait le faire seul. L'isolement moral, c'est plus préoccupant. Et ce vent de réprobation, ce de poids et de mesure qui frappe Israël en Occident, ça, c'est en effet beaucoup plus inquiétant, beaucoup plus redoutable. Et moi, en tout cas, la bataille que j'essaie de mener dans ce livre, c'est celle-là. Essayer d'expliquer aux gens, à mes lecteurs, pourquoi Israël a raison, pourquoi la propagande du Hamas et de ceux qui la soutiennent est une infamie, pourquoi dire qu'Israël est un État colonial est d'une stupidité confondante. Voilà, donc cette bataille-là, cet isolement moral, il est terrible, il est basé sur un faisceau de contre-vérités qu'il faut essayer de déconstruire une à une. Quand on parle d'Israël, je fais un pas de côté, mais quand on parle d'Israël État colonial, non pas dans les conditions de sa création, puisqu'Israël s'est créé contre la colonisation anglaise et contre l'occupant anglais, mais cette critique est faite sur les enclaves qu'on peut appeler colonies ou de colons en Cisjordanie par exemple. Il y en a beaucoup plus qu'il y en avait à Gaza, et pour les déloger peut-être un jour, ce sera très compliqué. Ça sera très compliqué, mais qu'on commence déjà à revivifier la solution des 2 États, qu'on ait pour l'heure en Palestine des dirigeants qui le veulent vraiment et qui ne veulent pas, comme aujourd'hui, une Palestine de la rivière à la mer, c'est-à-dire l'annihilation d'Israël, parce que c'est là qu'on en est. Avant de parler des colonies. Bien sûr qu'il faudra parler des colonies un jour, mais pour l'instant, il faut parler de cet ouragan qui, sur la planète entière, répète un État palestinien de la rivière à la mer, c'est-à-dire annihilation d'Israël. Bernard-Henri Lévy, dans une conférence que vous avez prononcée à l'occasion de la sortie de ce livre, conférence publique, vous expliquez à raison que plus la guerre se poursuit, plus le soutien vacille. Les victimes palestiniennes, le nombre de morts, tout cela aurait pu remettre en question votre soutien indéfectible à Israël, le fait qu'on compte les morts par milliers, même si ce sont les chiffres du Hamas et qu'il faut les prendre avec des pincettes. Mais non, vous persistez et vous signez. C'est-à-dire que moralement, votre raisonnement par rapport à votre soutien à Israël ne varie pas avec le nombre de morts civiles. Et pourtant, il pourrait. C'est le cas d'ailleurs de pas mal de gens qui sont entre guillemets sionistes ou qui soutiennent Israël ou qui ont des sympathies pour Israël, juifs ou non juifs, et eux se disent, à partir d'un certain nombre de morts, je ne sais plus si je soutiens Israël. Moi, c'est pas un certain nombre. Moi, chaque mort civile palestinienne me trucide, bien sûr, me brise le cœur. Chacune qu'il y en ait, les chiffres, personne ne les connaît. Personne ne les connaît. Hein. On aura sûrement des surprises, mais qu'il y en ait 30 000, 20 000, 10 000, de toute façon, c'est colossal. Ce que je sais simplement, David Abiker, c'est que si on laissait le Hamas triompher, si on le laissait crier victoire, si on le laissait demain, le cessez-le-feu, que demandent les Américains, sortir de leur tunnel et dire on a fait plier l'État hébreu, on a fait plier les États-Unis, on a vaincu l'Occident, mais
il y aurait beaucoup plus de victimes civiles de toutes sortes, parce qu'il recommencerait le 7 octobre, parce il reprendrait une autorité totale sur la Palestine de demain, parce qu'ils deviendraient des héros dans le monde arabe tout entier, et parce que le prix à payer en termes de vie et de souffrance serait colossal, hélas. Vous savez, la différence avec d'autres, c'est que j'ai couvert beaucoup de guerres, je sais comment tout ça marche. Évidemment que c'est horrible. Évidemment qu'il n'y a jamais de bonne solution. Évidemment que c'est toujours une tragédie. Mais il y a des moments où on a le choix entre le mal et le moindre mal. Voilà. Donc je pense que aller au bout de cette mise hors d'état de nuire du Hamas, c'est le moindre mal. Et je crois que pour l'avenir de la région et au-delà de la région du monde, c'est très important. Et c'est Israël qui le fait. Vous avez une idée de l'après ? Vous savez, bien sûr que j'ai une idée d'après, mais pour l'instant, on est tellement dans le maintenant. Vous savez, je trouve toujours qu'il y a un tout petit peu d'indécence, alors que victimes civiles dont vous parliez, les Israéliens, où il y a aussi il y a 200, 300 000 Israéliens qui déplacés à l'intérieur même de ce pays minuscule. Il y a des otages, il y a le 7 octobre, il y a les otages qui est une marque indélébile et dont vous dites on a tendance à l'effacer un peu vite pour passer à la suite. Je suis d'accord avec vous, mais enfin, il y a eu un avant et il va y avoir un après. Les otages qui sont en train de devenir, comme disait Jean-Marie Le Pen dans un autre contexte, un point de détail de l'histoire contemporaine. Les otages, qui s'en souvient encore, ils sont invisibilisés et il faut beaucoup d'efforts pour arriver encore parfois à faire entendre leur nom. Voilà. Cela étant dit, bien sûr que j'ai une idée sur après. L'idée sur après, c'est un peuple palestinien qui aura compris que depuis des années ou des décennies, il est mené à l'impasse et à l'abattoir par ses propres dirigeants, et qui comprennent qu'il n'y a pas d'autre solution que celle qui lui a été proposée, offerte par Yitzhak Rabin en 93, par Ehud Barak en 2000, par Ehud Olmert quelques années plus tard, c'est-à-dire la paix, une coexistence pacifique avec Israël. C'est ça l'après. Et ce jour-là, le jour où le peuple palestinien aura compris qu'il n'y a pas un État de la rivière, de la mer au Jourdain, mais qu'il faut partager la terre. Partager la terre. Là, l'après, c'est facile. Toutes les formules sont là. Les deux États, et ainsi de suite, bien sûr. Bernard-Henri Lévy, merci à vous. Je rappelle le titre de ce livre, Solitude d'Israël. C'est paru chez Grasset. Merci d'être venu parler en direct au micro de Radio Classique. À suivre la revue de presse, Nos esprits libres. Aujourd'hui, Lucie Robquin des Échos et Christophe Barbier, éditorialiste, essayiste et comédien. Bernard-Henri Lévy, à bientôt. À bientôt.